la première partie, et c'est moi ce que je préfère, euh, ça serait cool que tu nous récapitules ta vie euh, en 5 grandes dates qui t'ont un peu forgé, ou 5 événements que tu as envie de raconter qui sont fun pour donner une idée de qui tu es. Et parler un petit peu de l'écosystème que tu as monté sur à Metz. Et en fait, je veux faire un peu une antagonie entre le côté influenceur et ton travail d'influence et d'entrepreneur et de start-upper. Enfin, c'est bien plus que des start-up maintenant, mais tu vois ce Ok. que je veux dire. Euh, Le alors premier point attends, va être le plus dur. Tu me demandes 5 dates, Bilal. Je dois 5 dates, c'est un exo. excuse-moi, je t'ai sorti ça de nulle part en plus. Il te faut l'heure ou pas? Non, non, je vais te trouver ces 5 points. Non, écoute, très clair, on peut suivre ce fil conducteur, let's go. Bah alors ça, c'était le premier point. Ouais, non, le premier et le deuxième point. Ok, Le deuxième point où on va discuter un petit peu de l'antagonisme entre l'influence et l'entrepreneur. Puis après, on laissera peut-être les étudiants aussi poser des questions en troisième partie. Et en quatrième partie, c'est toi qui leur poses des questions. Comme ça, tu peux les challenger et voir s'ils ont bien compris tout ce qu'ils ont retenu jusqu'à présent. d'accord. Mais pour le coup, je pars de rien. C'est-à-dire que je ne sais pas, je suis vis-à-vis de quelle. On dit promotion. Je ne sais pas vis-à-vis de quelle promo. J'ai vu que vous avez différents types de formations. Je ne sais pas, je suis en face de quelle personne, dans quel format. Donc, Là, je tu es en pars face vraiment des from deux. scratch. Ah bah t'inquiète, je préciserai dès que tu as une question. Donc là, en l'occurrence, il y a les deux formations, Product et Tech Lead. Ça fait un peu plus de 2 mois qui sont dans le parcours. Il leur reste un petit peu moins d'un mois. Ok, très clair. Et ils sont principalement sur les projets, comme tu l'as entendu euh, au début quand Fabien l'expliquait. Ok, ok, très clair. Bon, écoute, si j'ai bien compris, on commence par 5 dates. 5 dates. La première grosse date, je dirais, c'est quand j'avais 14 ans, donc c'est il y a 12 ans, 2011, je pense. Je monte un petit serveur de jeux vidéo qui est un serveur Minecraft. Et c'est parti en vrille dans le sens où on a eu beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs voulait dire qu'on a dû augmenter l'infrastructure, les serveurs informatiques, donc augmenter les dépenses récurrentes. Quand tu as 14 balais et que tu commences à dépenser 300 à 400 euros par mois, bah, il te faut des entrées parce que tu n'as pas de salaire, donc tu perds de l'argent et à un moment, il faut que tu en rentres. Et donc, on a commencé à mettre en place des systèmes de paiement en jeu qui permettaient aux joueurs soit de nous référencer pour nous ramener plus de joueurs, soit de payer par code audiotel. Tu sais, U comme Ursule, A comme Anatole, 1,34 € la minute. Tu vois, on passait par ça à l'époque. Et on a réussi à développer c'est mon premier, en fait, si tu veux, vrai job entrepreneurial, on va dire, dans le sens où au total, à la fin, quand j'avais 17 ans, on avait un staff de 45 personnes. J'étais le plus jeune du staff. Les gens travaillaient bénévolement, mais en échange d'avantages dans le jeu. Et c'est la première fois où j'ai entrepris et où j'avais vraiment un utilisateur, un besoin, des dépenses, des revenus et des bugs techniques à régler pour que la boucle puisse continuer, si tu veux. C'est la première vraie. J'ai toujours fait des bidouilles entrepreneuriales. Celle-là, c'est la première fois où il y avait vraiment un truc, où il y avait des astreintes, il y avait des gens qui devaient bosser le week-end et il y avait un vrai cycle d'entrepreneurs que j'ai découvert et que j'ai géré pendant 2, 3 ans après, j'ai arrêté parce que j'ai commencé du coup l'école de commerce et ensuite Meria. Mais pour le coup, ça a été le premier gros tournant de ma vie qui m'a dit, OK, je veux faire du business et ce sera dans le numérique en plus. Le Donc c'est là où deuxième tu as point, appris, les bases de la compta et, alors et, même pas les bases de la compta, tu vois, c'est venu après, c'est la deuxième grosse date, c'est en école de commerce où j'ai appris les bases de la compta. Là, c'est plus, tu perds de la thune, tu gagnes de la thune, comment tu ouais, les survis? bases du Tu vois. PNL, quoi. C'est Voilà, ça que tu voulais dire. ouais, c'est ça, les vraies bases du PNL et de la survie entrepreneuriale, mais sans la forme. La forme arrive juste après, Mais école de commerce. on retient quand même l'ingéniosité pour craquer le modèle économique Ça, et tu avais de la et la bidouille aussi. monétisation. Ça c'est un truc que les gens ont plus envie d'entendre dans la blockchain. Tu as besoin d'être très fort dès le début. Non, c'est de la bidouille. Tu testes, tu te rates, tu ne protèges jamais aussi bien ta clé privée que quand tu t'es fait taper une fois un wallet et que tu avais oublié de la sauvegarder. Tu ne mets jamais un aussi bon mot de passe et un tout FA que tant que tu t'es pas fait voler 180 balles sur un exchange. Tu ne fais jamais gaffe à bien séparer ta seed et en donnant 6 mots à 3 personnes différentes que quand tu as mis ta seed avec ta clé Ledger et que tu as ton appart qui a brûlé. Tu vois, il y a mine de rien, il n'y a pas de meilleure formation que l'échec. Et ben, le seul truc qui fait qu'aujourd'hui, je commence à être assez balèze dans certains sujets, c'est parce que j'ai fait plein d'échecs. Puis là, j'en ai vraiment fait beaucoup. Et donc, naturellement, tu commences à mettre des bons process. Mais ouais, c'est la première fois où j'ai vraiment appris
ben, il y a des trucs de plus ou moins grosse Une importance itération, et c'est quoi. ça, quoi. C'est ça. Après, école de commerce, c'est le deuxième gros point, et où là, j'apprends que ben, y a un côté un peu plus académique d'apprendre les choses, de le faire. C'est bien beau de gagner et de perdre, mais tu dois rentrer ça dans un bilan, tu as tes capitaux, tu as tes fonds propres, tu fais rentrer des investisseurs, tu peux vendre des parts, enfin, tout la mécanique un petit peu plus réelle du monde de l'entreprise. C'est pas juste de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort. Tu as toute la forme qui va avec et qui est très importante. Et La ça, corporate c'est l'école de finance. commerce. C'est ça, ouais, beaucoup plus corporate et beaucoup plus structuré aussi. Ok, donc ça, c'est la deuxième date, l'école de commerce. L'école de commerce, c'est la deuxième grosse date. La troisième date, c'est stage pendant mon école de commerce dans la boîte de mon frère. White paper de Bitcoin. Là, ça me retourne la tête. Enfin, des points numériques qui ont de la valeur. Je suis OK, pas de souci. Moi, je viens de Minecraft, je connais ça. Je vais multiplier, je vais tricher, je vais cheater et je vais trouver un moyen très facile de gagner de l'argent là-dessus. Pas du tout. Pas du tout. Si Bitcoin est un mur, il était bien plus résistant que ma capacité à le briser. Donc, c'est là que ça, c'était une date qui était importante pour moi quand même. Et c'est là où je me suis dit, OK, là, je switch complètement. Plus rien n'avait d'importance. Mes cours, mon stage, plus rien. Je bouffais du Bitcoin du matin jusqu'au soir et je m'intéressais réellement à comment je vais plus loin, comment je vais pouvoir découvrir d'autres crypto-monnaies. La spéculation m'excitait. À côté de ça, j'avais plus envie d'aller en cours. Enfin, tu vois, tu as le truc qui t'embarque un peu, mais je suis encore un gosse qui a ses rêves de crypto, qui est excité par le rouge et par le vert sur les cours et qui se dit, OK, peut-être que ma vie va changer maintenant, quoi. Et là, je commence à me sentir vraiment seul et je dirais que la quatrième date, c'est ma chaîne YouTube. J'en ai marre d'être tout seul. Il n'y a personne dans la crypto à l'époque, hein. Tu as le cercle D'où du ça coin, tu as vient, la chaîne bitcoin.fr, YouTube mais au début, je faisais des vidéos YouTube de gamers. Puis ensuite, j'arrivais pas à communiquer avec ma communauté, donc j'ai fait une chaîne YouTube pour communiquer avec mes clients sur Minecraft, ce qui nous rapportait 50% de nos clients et de nos utilisateurs. J'arrête Minecraft. Et d'ailleurs, je crois que si tu trouves ma chaîne YouTube de Minecraft, on voit la vidéo où je dis voilà, j'arrête les blocs, c'est fini pour moi, je vais dans la crypto, tout fier de moi, tu vois, en mode c'est parti, je grandis quoi. énorme. Et pardon. Non, j'ai dit énorme. Et là, la dernière date, c'est bon, ben, je parle de crypto-monnaie à qui veut bien m'entendre, à qui est assez fou pour me suivre. Et je commence à tomber sur des gens qui me connaissent, des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, des gens qui sont cool et qui me suivent. Et à l'époque, aucune responsabilité financière. À l'époque, c'est faites-moi confiance, vendez votre maison, vendez votre voiture, vendez tout ce que vous avez, achetez du Bitcoin. Un truc que tu me verrais même, tu ne pourrais pas penser que je puisse dire une connerie pareille aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce que j'avais comme argumentaire à l'époque. Coup de chance, Bitcoin explose. Donc mes abonnés ont acheté du Bitcoin à 9, enfin de l'Ether à 9 dollars, du Bitcoin à 200, 220 dollars. Et là, je me retrouve avec 7-8 000 abonnés, tous pétés de thunes, parce que ces fous avaient suivi mes conseils. Alors moi, j'y croyais dur comme fer, hein. J'avais mis ma maison sur Bitcoin, mais je ne me rendais pas compte que, Owen, t'as pas de boule de cristal, tu as de la chance que Bitcoin soit monté parce qu'il aurait pu se diviser par 10, c'était pareil, même si j'avais raison sur les fondamentaux. Tu savais pas que ça allait péter 3 mois après que je le dis, tu vois. Deuxièmement, interdit de faire ça en France, c'est du conseil en investissement, je ne savais pas. Tu vois. Et puis après, bah là, gros coup de la vie, dans le sens où bah moi, mon père et mes parents très terre à terre, en mode bon, ben, tu as été au bon endroit au bon moment, tu as eu de la chance, tu as gagné de l'argent. Maintenant, soit tu réinvestis cet argent, tu essayes de créer quelque chose, tu entreprends et tu essayes un jour de mériter ce que tu as. Soit tu vas juste foutre les pieds dans le sable et puis tu as gagné au loto, c'est tout, tu dépenses ton argent et tu te fais plaisir, quoi. Les deux chemins sont bons, mais il y en a un qui est quand même plus dur que l'autre, quoi. Et on a fini par entreprendre, on a voulu créer de l'emploi, on a essayé de créer de la valeur et pour qu'un jour on puisse dire, OK, on n'a pas simplement profité de cet écosystème, on l'a construit, on était présent pour lui et pour ses grandes batailles, on a essayé de se battre, que ce soit pour notre drapeau français, même s'il est bien lourd de temps en temps, il est très très lourd, c'est une plaque de métal, enfin, c'est du plomb ce truc, mais bref. Et essayer de se dire, bon, bah, j'ai rendu à l'écosystème ce qu'il m'a donné et je peux partir avec mon bag, fier de ce que j'ai fait, quoi. Ça, c'est ouais, je dirais la quatrième grosse date. Et la cinquième grosse date, je dirais même pas, c'est la création de Just Mining Meria. Je dirais que la cinquième grosse date, c'est la dernière et c'est celle que je vais aller chercher. Ouais. Je ne l'ai pas encore aujourd'hui. Ah, tu triches. Sinon, ce serait la création de Meria, mais je préférerais dire que c'est la clôture de ce cercle-là. Quand j'aurais estimé que j'en ai fait suffisamment assez et que je pourrais dire aux gens, ben, je reste là et là et là parce que ça m'amuse. J'arrête tout ce qui est chiant, j'arrête tout ce qui ne me plaît pas. Je fais que de l'entrepreneuriat plaisir.
Et on en avait parlé tous les deux quand tu étais venu sur Metz, quoi. Il y a un moment où il y a la différence entre être opérationnel et gérer 24-24, 7-7, week-end, jours fériés, les problèmes, et le moment où j'estimerais que bon, bah, j'en ai fait assez, j'ai poussé le truc, j'ai honoré ma parole vis-à-vis de ma communauté, de mes employés, des gars qui m'ont suivi. Et maintenant, je ne fais plus que le plaisir et je fais le tour du monde et je m'en vais voir un petit peu ce que ce monde nous réserve et tout ce que j'ai pas pu faire quand j'étais plus jeune et quand j'ai du Bon, coup charbonné dur, quoi. on a encore un peu besoin de toi, Owen. Attends un petit peu. Et non, mais c'est intéressant la manière dont. Enfin, on y reviendra sur la Bien manière sûr. dont tu as construit et entretenu ta communauté dès le début. Et, et en fait, parle-nous un petit peu plutôt maintenant de la partie écosystème que tu as monté à Metz et commence en fait par Just Mining et commence à évoluer, pivoter, Alors, retrouver des product market fit et j'ai peut-être un truc sympa. Est-ce que je peux faire un partage d'écran là? on va te donner les droits si tu peux pas le faire. Alors Vas-y, attends, parce que vas-y, j'ai un Owen, tu peux y aller. document. J'ai mis les droits. Ok, alors attends, parce que là, pour le coup, c'est sur un document confidentiel de Meria où j'ai une slide qui, elle, n'est pas confidentielle. Donc, il faut juste pas que je fasse de bêtises. Hop. Ne Et fais pour le pas de coup, je vais bêtises. carrément, je crois que j'ai une petite image. Tu sais, c'est le document. Toi, je te l'ai montré. On s'est basé sur l'un de nos pitchs, tu sais, et à la fin, il y a un dessin de l'écosystème pour Ouais, illustrer un tout à peu. fait, tout à fait, tout à fait. Ce serait trop cool que tu nous la montres et enfin, que tu l'utilises en fil conducteur. Oh, putain, mes gars font des blagues qui sont pas drôles du tout. Sur un pitch de levée d'une boîte, à la fin, tu as la dernière slide. Maintenant, envoyez-nous l'argent. Tu vois, c'est le jour où tu oublies d'enlever ça et que tu lances le truc, tu as un problème. Ouais, non, je pense que je peux montrer ça. Allez, c'est parti, je le fais. Partage d'écran, deck, partagé. Est-ce que vous voyez ça? Yes, sir. Mets-le Ok, en bon, plein écran. hop. Voilà, voilà, voilà. Tac. Ok, donc c'est sur l'un des documents de Meria quand on justifie le produit. Comment je te le mets ça en full screen? Attends. Euh, Non, c'est diaporama. Il doit y avoir un truc plein écran. Ouais, non, peut-être. Ouais, c'est ça. Ok, mais du coup, c'est pas la bonne Ouais, c'est pas slide que vous beaucoup voyez. mieux. Attends, C'est pas bouge beaucoup pas, mieux, c'est pas t'inquiète, beaucoup mieux. t'inquiète, je l'ai, ça y est. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais, c'est mieux. On est bon, vous me voyez tous en full? Très bien. Ok. Alors, à la base, Meria, c'est Just Mining, c'est la première personne morale que j'ai créée en 2017 et à la base, on vendait que des mineurs. C'était le concept de ma première vidéo YouTube qui a plu à beaucoup de monde et qui a dit, OK, je vais faire des mineurs simples. Miner, c'est compliqué, il faut le bon hardware, les bons logiciels, se connecter à la bonne blockchain, miner la blockchain la plus rentable pour avoir les meilleures récompenses, changer ça contre des euros, change crypto-euro 2016, impensable, il faut des banques qui soient d'accord, bref, un bordel. Et du coup, quand je vois la complexité de ce truc, je me dis, on va le faire. Et on va essayer de distribuer ça simplement aux gens. C'était le premier objet. Très, très vite, on se rend compte qu'il n'y a rien dans cet écosystème. Rien. On a également créé Descoin qui est un broker, échanger de la crypto contre des euros et des euros contre des cryptos, sachant que ce n'est pas exactement le même objet. Et à l'époque, je me dis, bon, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de régulation. Peut-être que Descoin, ça va être autorisé à l'avenir, mais pas Meria. Peut-être que l'un sera légal et l'autre ne le sera pas. Donc, j'ai scindé ça en deux personnes morales différentes pour limiter le risque légal de shutdown et essayer d'avoir une diversification réglementaire. Les deux Tu as boîtes ont le aussi droit résolu d'exister. ton propre problème. Non, non seulement je résolve. Attends, de quel problème tu parles? Celui de changer les cryptos en euros. Tout à fait. Et j'ai changé mon propre problème du coup parce que j'avais une société qui était enregistrée et qui avait le droit de le faire. En tout cas, je me suis dit, si le change devient interdit, ça tue Descoin et pas Meria. Si le stacking devient interdit, ça tue Meria et pas Descoin. Donc j'ai scindé. Aujourd'hui, Meria, on est une cinquantaine. Descoin, il y a une quinzaine de personnes. À côté de ça, naturellement, tout ça propulsé par la chaîne YouTube Asher, qui est du coup le numéro un au niveau communication francophone dans le monde. Et du coup, bah, c'était mon premier lead generator, ça générait de l'intérêt, ça apportait de la visibilité et ça montrait également aux gens la noblesse avec laquelle on gérait nos boîtes. Quelqu'un qui me connaît bien et qui sait comment que je bosse, il m'aime ou il m'aime pas, en tout cas, il sait comment mes boîtes vont fonctionner parce que je bosse qu'avec des gens qui partagent la même ligne directrice en fait. Donc bon, bah, ça fait des gens qui n'aiment pas tes services, mais au moins ceux qui viennent, ils savent à quoi s'en tenir et ils savent comment tu travailles. À côté de ça, j'ai dû créer une société rapidement, dans le sens où légalement, tu ne peux pas faire des vidéos et prendre des chèques. Donc, j'ai créé une société de communication à la base en France. Ensuite, en France, ça ne fonctionnait pas parce que les gens ne voulaient pas nous faire des virements et nous envoyer de la liquidité pour des projets crypto en France.
parce que les banques françaises coupaient les comptes. Donc, j'ai dû fermer la boîte en France parce que sinon, je perdais mes clients. J'ai été en ouvrir une au Luxembourg. Parce que j'étais jeune, j'ai voulu racheter une société qui avait 13 ans d'âge. J'ai racheté une société qui avait 13 ans d'âge. Le gérant m'a bien eu à l'époque. Je n'avais pas assez de recul et du coup, j'ai eu une dette de TVA de 100 000 euros à payer. Je refuse de payer la dette de TVA parce que c'est une dette qui datait de 2011. À l'époque, j'avais 14 ans, justement. Et du coup, je me fais attaquer par le Grand-Duché du Luxembourg en justice, qui me reconnaît coupable, mais non responsable. Résultat des courses, j'ai pas eu de plainte, j'ai pas eu de problème. Ils m'ont quand même pris les 100 000 euros que j'avais déposés dans la société, donc j'ai perdu beaucoup de cash à ce moment-là, mais j'ai eu le droit d'exercer au Luxembourg et de continuer à bosser sous l'aile du Grand-Duché du Luxembourg. Et depuis, on a monté la H Consulting, il y a maintenant 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Bref, il y a quelques années, du coup, on a monté la H Consulting qui, à la base, gérait mes contrats avec Asher uniquement. Ensuite, gérer mes contrats sur les réseaux sociaux parce que les gens venaient me donner des budgets et je ne pouvais pas faire 25 vidéos pour parler de la même marque. Donc, j'ai commencé à proposer mes réseaux sociaux. Ensuite, les boîtes ont commencé à me donner des budgets pour que je donne et que je distribue des budgets à d'autres influenceurs de confiance, des influenceurs, puis ensuite des médias, puis ensuite des plateaux télé. Puis on a commencé à bosser avec Bismart, avec BFM. On a eu une licence. Enfin, on peut également distribuer du TF1, par exemple. On peut distribuer différentes placements sur les télés, jusqu'à très récemment, on commence même à faire du cinéma, puisqu'on a placé Elrond dans le prochain film d'Emilia Clarke, dans le prochain film d'Emilia Clarke qui s'appelle The Pod Generation. Et aujourd'hui, on peut placer dans du Marvel, on peut placer dans tous les films qui sont en production Paramount, qui sont en production avec des grosses boîtes comme du Microsoft ou ce genre de choses. Donc aujourd'hui, pour faire très simple, nous, on fait de la communication. Et on gère des budgets de communication, mais on fait également de l'accompagnement et du conseil. On gère 3 types de clients, soit la petite boîte crypto qui a un projet très technique et qui n'arrive pas à expliquer à monsieur tout le monde en quoi ça peut changer le monde, parce que le mec qui vient avec son smart contract de prêt décentralisé, dès qu'il va parler à une banque ou à des investisseurs, les mecs, des fois, ils ne savent pas faire. Donc, on intervient à ce moment-là. À l'inverse, on arrive devant des très grosses boîtes, on sait parler, on a des clients comme Michelin, comme Renault, Lacoste, PMU. Eux, c'est tout l'inverse. Eux, ils veulent faire un peu de Web3, mais eux, ils ont un risque réputationnel. Tu ne peux pas lancer tes NFT et faire n'importe quoi parce que si tu passes pour un guignol, bah, c'est la marque qui peut avoir un problème d'image. Et à ce moment-là, pour ton petit projet NFT, bah, c'est Renault qui va se faire taper sur les doigts. Donc là, c'est une autre typologie de client qui va venir avec un besoin totalement différent. Et la plupart de nos clients, ils sont au milieu, c'est des acteurs qui sont crypto, du Binance, du Elrond, du Socios. Ils viennent en mode voilà, on a une target, on a besoin de communiquer ici et ici. Mais on peut également avoir besoin de lever des fonds, de générer des nouveaux utilisateurs, de générer des nouveaux investisseurs. Aidez-nous à atteindre nos objectifs. Donc voilà, soit de la boîte crypto, soit du 13P général, mainstream, soit du 13P spécialisé dans une tech et avoir besoin de vulgariser et d'être conseillé sur comment est-ce qu'on communique. C'est d'ailleurs les projets que je préfère. Quand tu as 4-5 techs, c'est des génies, ils ont un produit incroyable. Il n'y en a aucun qui sait pitcher, il n'y en a aucun qui sait. C'est là qu'en tant qu'agence marketing, on a un gros levier pour créer beaucoup de valeur d'un coup et qu'on va sérieusement les aider, quoi. Et c'est comme ça qu'on a créé la H Consulting qui aujourd'hui compte 4 profils en full-time et qui gère une partie de notre réseau. H Consulting qui détient la H Filiation, qui elle est en Suisse. Donc c'est une société luxembourgeoise. Alors il faut savoir que moi je suis en France du coup, hein, donc tout ça, l'entièreté de ce que vous voyez est bel et bien déclaré au fisc français, à mon grand désespoir, mais tout ça est très très bien clair et bien cadré. Et la H Filiation, c'est une société qui elle maximise le récurrent. En gros, pour faire simple, les exchanges, quand ils viennent vous voir, ils ont une méthode de pression et ils vous disent voilà, au lieu de te donner 20 ou 30% de mes revenus, moi, je te donne un chèque 5 000 ou 10 000 euros tout de suite, mais tu n'as aucun revenu sur les prochaines personnes que tu vas générer, etc. J'ai commencé à avoir beaucoup d'argent rapidement, donc j'ai tourné tout mon modèle de revenus récurrents et de long terme. J'en parle ici parce que je pense que c'est un truc important à comprendre en crypto. Vaut mieux gagner un petit peu d'argent tous les jours de ta vie que prendre un gros chèque d'un coup. Et ça, naturellement, quand tu as besoin de bouffer, c'est compliqué parce qu'il faut manger ce soir. Donc, tu penses à ton chèque tout de suite pour manger. Dès qu'on commence à avoir un peu d'argent, faire du one-shot, c'est compliqué quand on a une entreprise. Faire du MRR, donc des monthly recurrent revenus, c'est bien plus intéressant. Et donc, la H-filiation, c'est qu'on a commencé à bosser avec plein de clients et on a commencé à se rendre compte qu'on leur rapportait tellement de clients que le plus rentable, c'est d'aller les voir et de leur dire, écoutez, au lieu de prendre X euros par mois, laissez-moi vous apporter des clients en échange de 2 choses. 1, j'ai un tout petit peu de récurrent sur tous les gens que je vous apporte. Et 2, vous donner une réduction à la personne que j'apporte. Parce que naturellement, tu peux aller voir des gens en disant, utilisez mon lien Binance,
C'est la plus grosse réduction qui existe au monde. Il n'existe aujourd'hui en France aucun moyen de créer un compte Binance et d'avoir de plus grosses réductions que si vous passez par le lien d'affiliation Asher. Il n'y en a aucun. Et du coup, c'est très intéressant pour les gens de passer par ce lien-là parce que c'est la plus grosse réduction qui existe pour eux. Et à l'inverse, moi, j'ai pris une partie de mon affiliation, je l'ai réduite et j'ai donné cette réduction à mon affilié. Et du coup, je peux affilier beaucoup de gens, j'ai des revenus qui sont récurrents et je donne à mes abonnés le meilleur lien possible avec le moins de frais possible. Et du coup, ça, c'est la H-filiation qui gère tout le business du récurrent. Et ça nous arrive des fois d'aller travailler pour des marques qui ne nous ont rien demandé. Elles font des contrats d'affiliation. On se dit, bon, nous, on est rentable. On aime bien, je sais pas moi, ce que fait Bitpanda en Europe. Bingo, c'est parti. Je commence et je vais faire des campagnes de communication pour Bitpanda juste pour générer de l'affiliation. Ça, c'est le côté récurrent de la structure. Derrière, on a commencé à prendre des participations. Donc, au total, je suis dans plus de 190 entreprises. Des fois, c'est des tokens, des fois, c'est de la participation capitalistique. Je vous affiche les 2-3 projets dans lesquels je suis les plus engagé aujourd'hui. Bitstack, on est actionnaire minoritaire en France. On a pris des parts, c'est une société qui permet de faire du DCA. Cruxpool, qui est une pool de minage tenue par la holding Ilium et qui est également en Moselle. À la base, on était l'un de ses plus gros clients avec Myria, donc on a décidé de racheter des parts. Engrave, qui est un concurrent à Ledger, qui fait des hardware wallets. XDeFi qui pour le coup… Attendez, je suis en train de voir. Je vous partage quel écran là? Notre écosystème. Ok, et vous avec les caméras là sur le côté? Non, le joue en plein écran. Ok, parfait, super. Parce que là, moi, je nous ai mis, je croyais que vous ne voyez rien, excusez-moi. Du coup, Engrave, qui est un concurrent de Ledger en hardware, XDeFi Wallet, qui est un concurrent de MetaMask, mais qui intègre beaucoup plus de chaînes, Waltio, qui est un assistant pour faciliter la fiscalité, les déclaratifs français. C'est les projets dans lesquels je suis le plus engagé. Après, il y a plein de boîtes dans lesquelles j'ai plus ou moins d'intérêt, sachant que les gens vous diront qu'un conflit d'intérêt, c'est que quand il y a du capital. C'est faux, hein, il y a différents niveaux. Il y a avoir du capital. Après avoir du capital, il y a avoir des tokens de ce projet-là. Ensuite, il y a avoir un contrat qui fait que vous n'avez ni de capital ni de token, mais les gens vous payent pour en dire du bien. C'est un niveau de conflit d'intérêt qui, pour moi, est important à préciser. Et le dernier niveau, c'est des gens que tu connais bien, de la famille, des proches, etc. Si ton cousin, que tu apprécies énormément à une entreprise, même si tu n'as aucun lien dans l'entreprise, quand on dit du bien, il faut préciser que c'est ton cousin. Je pense que ça paraît important. Voilà, donc ça, c'est les boîtes sur lesquelles j'ai le plus d'engagement. En attendant, oui, naturellement, je pourrais avoir des engagements dans Dogami. Et puis, je sais pas, je rentre dans une boîte des pirates tous les 2 mois en ce moment. Donc, on a des engagements un petit peu partout, à droite, à gauche. Mais là, vous avez les boîtes où je suis le plus actif et les plus grosses, quoi, tout simplement. Voilà pour le côté écosystème. Sur ton business Tinx, c'est super impressionnant, Owen. Sur le business d'influence, Oui. au final, on pourrait dire que c'est un peu un business de médias. Oui et non. Le média crée du contenu, il communique. Asher est un média. La H Consulting est une agence de communication. Ouais, je parle de D'ailleurs, Asher. ouais. Voilà. Asher est un média, ouais, totalement. D'ailleurs, l'entièreté des contenus qui ont été publiés sur, tu sais, la loi d'influenceurs qu'il y a eu. Ouais. L'entièreté des contenus avait fait, je crois, 110 000 impressions et vues en 3 semaines. Le jour où j'ai commencé à communiquer, on a touché 750 000 personnes en 24 heures. Donc, non, très clairement, c'est du média, c'est de la communication. À savoir que normalement, alors c'est du média, mais c'est pas du journalisme. J'ai toujours été clair et transparent, mais je suis pas là pour rester neutre. Je dis aux gens ce que je pense, je donne mon avis. Je précise que ce n'est que mon avis, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, qu'ils soient d'accord ou qu'ils soient pas d'accord. Mais pour le coup, quand je parle, c'est toujours engagé et appuyé par mes valeurs et par ma propre conviction, quoi. Contrairement à un média journaliste qui lui se veut totalement agnostique. Et qui se doit normalement de ne pas donner son avis, quoi. C'est pas mon cas. Thanks pour la précision. Tu as mentionné l'histoire des influenceurs et de la loi sur les influenceurs. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu cet épisode? Ok. D'où ça sort? Ouais. Pour faire Est-ce simple, que c'est que pour les personnes du Web3? Il y a eu des rebondissements? Alors, pour faire très simple, moi déjà, le truc me gonfle parce que je ne sais pas vraiment d'où ça sort et on n'arrive pas à le savoir. Ça sort soit de l'Assemblée nationale, soit du Sénat. Là, en l'occurrence, ça sort de l'Assemblée nationale. C'est un bordel. On est en pleine période des retraites. Donc, globalement, les ministres ont très peu de pouvoir sur les députés. Et putain, et ça sort sur YouTube. Ça, je me fais déchirax, Bilal. C'est très, très chaud, là.
Alors, je vais vous donner l'histoire, mais je compte sur votre confidentialité. Je vais essayer de garder quand même un discours qui est assez mainstream parce que il y a comment ça se passe et comment ça se passe vu de l'intérieur. Je croyais que tu disais ce que tu pensais. Ah non, ouais, je peux te dire ce que je pense, mais je peux également te Je dire un truc rigole, que je j'ai pas rigole. le droit de dire sur YouTube si tu veux. Non, mais t'inquiète. Dis Ok. ce avec quoi tu te sens à l'aise. Ouais, j'ai vu Virginie. Merci beaucoup pour le petit message. Non, pour faire très simple, je vais vous dire comment ça s'est passé et comment je l'ai ressenti. Les deux gros points qui me gênent. Ça, je peux me permettre de le dire. Premièrement, comment ça s'est passé? Il y a une loi qui n'a rien à voir avec les cryptos qui tombe sur la table. Ils veulent encadrer l'influence. Les cryptos, on n'y comprend rien. C'est la petite ligne du contrat. Du coup, dans le doute, crypto interdit. On revient dessus, gros bordel. Ah, ok, pardon, on n'avait pas compris qu'il y avait un cadre légal pour les cryptos. Du coup, aucun souci pour communiquer si c'est un PSAN enregistré. Un PSAN agréé, pardon. Donc, en gros, toutes les personnes en France n'avaient le droit de faire de la promotion que pour les sociétés qui sont régulées en France, mais qui ne sont même pas enregistrées, qui sont agréées. Il n'y en a aucune. Donc, en gros, vous inquiétez pas, on s'est trompé, on ne voulait pas interdire la communication crypto. Vous avez le droit de communiquer sur une liste de 0 entreprises. Allez, ok, tu recommences. Là, on va se battre et ils veulent mettre que les PSAN enregistrés. Les PSAN enregistrés, c'est bien, mais ça ne suffit pas à vivre. Il y a 70 entreprises. La H Consulting, par exemple, c'est 3 ou 4% de son chiffre d'affaires, les PSAN. Donc, tu ne peux pas bosser. Et donc, le compromis final, parce qu'il y a eu des méga rebondissements, l'Assemblée nationale nous a dit pas de souci, on comprend. J'ai fait un Twitter Space avec plein de personnes. Il y avait Ladan dans le combat, il y a eu Binance, il y a Cryptos qui était très engagé, il y a Journal du Coin, il y a Et en député, il y avait qui? Cryptomatrix. En député, il y avait Delaporte, Monsieur Delaporte et Monsieur Vogetta. Mais qui, eux, globalement, ils ne sont pas là pour tuer la crypto, c'est juste qu'ils ne comprennent pas, si tu veux. Et donc, quand ils comprennent, ils disent OK, on ne va pas mettre les PSAN agréés, c'est stupide. Le lendemain, ils votent OK pour les PSAN agréés uniquement. Tu recommences, tu te lèves le matin, voilà. Et c'est ce qui m'a déjà tué avec le côté politique. Les échecs, c'est. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est des échecs. Tu sais que le cavalier, il peut se déplacer comme ça, ça c'est diagonale. Tu arrives dans le monde de la politique, c'est pas vrai. Tu as un cavalier, le mec il va en diagonale et tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas les mêmes règles que l'entrepreneuriat. Et moi qui arrivais en mode ok, je suis un entrepreneur, je sais jouer, pas du tout. Assis-toi ici, tu te tais, tu regardes et tu vas apprendre. Et là, je me suis pris des grosses claques parce que quand on te dit bleu et que le lendemain c'est rouge, ça fait mal. Alors que des fois l'entrepreneuriat, ça marche pas, mais c'était rouge, on a essayé rouge, ben rouge ça n'a pas marché. Tu vois, c'est ça qui est différent. Du coup, là, on commence à bosser plus fort avec des cabinets, on commence à mettre un peu plus de ressources et de moyens financiers, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, en tout cas, on s'engage beaucoup plus. Et on se retrouve à essayer de récupérer, parce que quand l'Assemblée nationale propose quelque chose, ça peut être relu et retravaillé par le Sénat. Et ensuite, si le Sénat a fait une modification, tu as un texte intermédiaire qui va être voté en commission mixte paritaire mi-Sénat, enfin mi-sénateur, mi-député. Et là, c'est la version du texte qui est validée. Pour faire simple, j'ai été auditionné par le Sénat avec notamment Faustine Fleuret de Binance, Faustine Fleuret de Ladan et Stéphanie de Binance, pardon. Trop Et à cool. C'est l'issue comment de se de. faire auditionner par le Sénat? Ouais, ben c'est la première fois que j'ai mis une cravate cette année. Je suis vraiment nul pour faire La une salle, cravate. elle était comment? C'était une salle Non, rectangulaire. c'était non, alors même pas. Ça Il y avait devait combien de être en personnes? présentiel. Ils n'ont pas pu, donc ça a été en visio. En visio? Ah C'est une ouais, audition c'est d'une heure et faisant. demie, je crois. On était trois et pendant une heure et demie, tu réponds à des questions comme Zuckerberg quand il a dit non, je peux faire exprès de vendre vos données. Pareil, mais là pour le coup, tu es là toi pour essayer de dire non, mais là c'est pas intelligent, ça va contre la régulation PSAN. Ils ont fait une régulation, même les PSAN qui sont régulés, non seulement ça punit, tu te rends compte, Meria est devenu PSAN pour avoir le droit de communiquer, bah, tu n'as plus le droit de contacter des influenceurs français. C'est terrible. Ouais, je comprends, ça fait que euh, pousser à l'extérieur du pays Ah oui, ben des là, c'est entrepreneurs. partez de ce pays-là. Puis moi, enfin, Et je me surtout, suis ça vous battu pour réguler et désavantage parce tout. que vous pouvez plus travailler et il suffit d'aller voir des influx étrangers pour qu'ils puissent parler de ton projet. Non, puis imagine la matinée, quoi. C'est une aberration d'un point de vue travail et régulation qu'on fait depuis des années avec les députés et tout. Ça va même à l'encontre du travail de l'AMF, par exemple. En parallèle de ça, ben moi j'ai une société qui est complètement en péril. H Consulting, enfin pas en péril, mais je coupe tous mes clients français et définitivement on va communiquer qu'à l'international. On arrête d'essayer d'aider les Français, ils veulent couler, tu les laisses couler quoi. Les mecs, compétition de natation, les Français ont des briques attachées aux pieds. Qu'est-ce que tu veux aider ces gens? Tu peux rien faire. En parallèle de ça, ben, j'ai 5 sociétés PSAN qui n'auront plus le droit de communiquer en France.
Donc là, tu vois, il y avait un méga giga conflit d'intérêts et j'étais le plus gros influenceur du pays. Donc j'étais à risque en tant qu'entrepreneur, en tant que société de communication, en tant que PSAN et en tant que plus gros influenceur moi-même, alors que j'ai toujours essayé de tout bien faire, tu vois. Donc c'était un peu frustrant, mais au lieu de m'énerver, j'ai fait ma première vraie partie politique en travaillant, en comprenant avec des gens qui savaient c'était quoi le jeu et simplement en allant éduquer le Sénat et en leur disant, s'il vous plaît, ça fait pas sens, en parlant aux députés en disant, il faut que vous vous aligniez derrière le Sénat, votre proposition n'était pas viable. Et d'ailleurs, in fine, Stéphane Vogetta, qui avait lui-même proposé la loi, était d'accord avec le Sénat. Hein. Donc il y a eu un alignement parfait entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour que ça redevienne à la normale. Et aujourd'hui, on peut communiquer sur les PSAN enregistrés ou sur toutes les sociétés qui n'ont pas à être PSAN, les protocoles décentralisés, etc. etc. Par contre, tu n'as pas le droit de parler d'un Bybit, qui est un exchange qui propose des effets de levier et qui n'est pas PSAN en France, alors qu'il devrait l'être, par exemple. Et mince, j'ai oublié ma question du coup. Pas de souci. Attends, je regarde un peu. Est-ce que cette affaire t'a donné envie de t'engager en politique? Pas du tout, je déteste ça. J'ai vraiment pas de mal à être aimé ou détesté, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec moi, qu'on me dise Owen, tu te trompes parce que, et qu'on me donne des arguments, ça ne me dérange pas. Par contre, le Owen, je t'adore, et le lendemain, tu dis du mal de moi, je déteste ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'aime quand c'est clair. C'est parce que en fait je suis pas bien quand ça me prend de la place dans la tête, que ça me bouffe en mode est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il m'a menti, est-ce qu'il peut changer d'avis, est-ce que en fait il m'a dit oui mais en fait il pense non parce que ça j'aime pas. C'est la petite querelle de quartier, le truc un peu Wisteria Lane, Desperate Housewives, tu vois, j'aime pas du tout ça. Et du coup la politique j'ai beaucoup de mal et ça m'est déjà arrivé d'aller voir quelqu'un qui, enfin, j'ai déjà parlé à quelqu'un en politique en disant mais est-ce que tu te rends compte que ça c'est stupide? Oui, mais tu peux pas laisser passer ça. Et qu'on me dise tu comprends pas. Moi, je peux rien faire. Soit tu arrives à convaincre lui et tu peux faire passer ça, soit moi, c'est trop tard, je peux plus affecter. Et je fais, mais tu peux très bien affecter, je connais ta position, je sais ce que toi tu fais, tu peux. Oui, mais non. Parce qu'en politique, ça se rend des services. Tu vois, et pareil, à un moment, j'avais envie d'aller voir les ministres et de dire, mais attendez, vous vous rendez compte, vous dites que vous êtes pro-crypto, là, ça va tout détruire un écosystème. Ouais, mais en même temps, tu es dans une période où il y a les retraites, c'est compliqué, les ministres doivent soutenir le président, les députés ne sont pas Au forcément final, d'accord. la loi est passée, c'est terminé, c'est une histoire ancienne et tout va bien. C'est passé, c'est terminé. C'est pas une histoire ancienne parce que les lois, ça peut se refaire, ça peut se modifier, ça peut évoluer. Mais pour l'influence maintenant en France, c'est carré. À suivre s'il y a des amendements ou des modifications à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est signé, c'est plié. Ok, alors je rebondis sur une question, ça m'est revenu là. Euh, En fait, tu l'as dit toi-même, tout ce que tu dis ce que tu penses. Euh, Au vu des informations que tu as, et même si tu t'informes énormément et on t'informe énormément, tu peux toujours dire n'importe quoi. Comment tu anticipes un petit peu ces moments où tu t'en prémunis ou je sais pas. Bah, j'arrête certaines conneries en mode les 5 cryptos que j'achèterais au mois de décembre. Non, pas du tout. Tu vois, ça, je fais plus. Il y en a qui le font et puis après, ils se retrouvent à supprimer leurs vidéos de façon rétroactive. Et comme Internet n'oublie rien, ils se font déchirer. Non, ça, c'est le genre de choses que j'évite en tant qu'influenceur. Bah Ensuite, justement, en fait, c'est là j'assume. où je veux en venir. T'as une sorte de ligne éditoriale sur, Alors, sur laquelle tu te tiens énormément. deux grosses briques. Déjà de l'expertise et ensuite de la review légale. C'est-à-dire que quand je vais rentrer sur un sujet technique, j'essaye de consulter des experts qui vont m'aider, même si c'est Bitcoin, même si c'est de la tech, j'essaye de contacter les gens du milieu. Ensuite, on est plusieurs à travailler sur mon script. Il n'y a pas qu'un seul cerveau. Il y en a plein qui se challenge et qui s'engueulent un petit peu avant de faire une vidéo. Et pour finir, en fonction du sujet, il y a une review légale. Je paye un cabinet qui regarde mon script et qui dit tu peux ou tu ne peux pas dire ça. Tu peux mettre ça en ligne ou tu ne peux pas mettre ça en ligne. À côté de ça, toujours un très gros disclaimer avec la minute de transparence sur mon lien avec le projet que je cite et également, ceci n'est pas un conseil en investissement, vous êtes grand et si vous vous brûlez, c'est votre problème, mais également inviter à la réflexion et à dire attention, essayez de vous former, essayez de faire attention, prenez du recul. Moi-même, je peux me tromper. Et surtout, essayez de faire appel à une communauté bienveillante qui comprend que je n'ai pas la science infuse. Hein. Je vous rappelle quand même qu'avant qu'FTX tombe, 2-3 semaines avant, c'était la boîte du siècle, la boîte, c'est Binance, mais en plus sérieux. 3 semaines avant, quoi. Hein. Et puis, je vais même vous dire mieux. Hein. Moi, j'étais en train de négocier un contrat avec eux. C'était signé. J'allais sortir une vidéo pour les mettre en avant. Et je n'avais pas un seul doute, pas un seul petit doute. FTX a voulu racheter une de mes boîtes un jour.
Et ils ont eu le culot de me dire, vous n'êtes pas assez structuré financièrement et pas assez conforme. Ma plus petite boîte est plus conforme qu'FTX. Et donc, tu vois, moi, j'étais vraiment, quand je parlais quand j'avais SBF dans la boucle ou que j'avais son directeur des acquisitions, dans ma tête, j'avais les mecs les plus carrés du marché, suivis par le gouvernement américain. Tom Brady va jusqu'à chanter leur nom dans les rues. Enfin, il n'y a pas de magie. Ils sont sur toutes les F1 de la course. Les mecs, on ne parle que d'eux dans le paddock. Et puis là, quand tu parles à l'AMF, ils disent non, mais en fait, nous estimons que les influenceurs qui ont parlé d'FTX n'ont pas pris suffisamment de mesures. Tu voulais faire comment? Tu voulais passer une coloscopie à FTX alors que les plus gros fonds d'investissement au monde n'avaient pas vu ça? Il n'y a pas de magie. Tu peux pas. Donc voilà, tu fais ce que tu peux, mais c'est surtout un appel de conscience à la communauté en mode voilà, je ne peux pas voir l'avenir. Et je suis désolé, j'ai parlé du USDT depuis des années. Si l'USDT dépègue demain, j'aurais sûrement mis des gens dans la merde, mais je ne serais pas responsable. C'est ça surtout qui est très important. Et c'est surtout ce deal de valeur, je pense, et de responsabilité qui doit être posé avec la communauté. Après, je pense que tu peux parler de ce que tu veux. Ok, super intéressant. C'est bien, il y a des questions qui viennent de se mêler à notre back-to-back. Sur l'emoji coloscopie, ils la trouveront pas. Ils peuvent chercher, mais ça n'existe pas, je pense. Toi, t'as pas vu le chat, Bilal. J'espère que les autres comprennent, parce que sinon, j'ai vraiment fait un hors-jeu. Bilal, es-tu là? Ah non, voilà, c'est Ouais, juste pour être sûr. j'étais en train de lire les questions un peu plus hautes. Euh, Combien de temps tu dois encore faire de l'influence et sous quelle forme? De l'influence, C'est quand même toujours. fatigant de Enfin, faire un live ouais. quasiment tous les dimanches et toutes ces vidéos. Sur le rythme que j'ai aujourd'hui, 4 vidéos, 3-4 vidéos par semaine, plus un live, plus les contenus, 3 ans max. C'est fatigant, c'est très dur. Surtout que généralement, quand je m'y mets, j'ai 2 ou 3 semaines de manquement dans l'année, mais sinon, je fais ça week-end, jour férié, vacances d'été, 7-7. Enfin, j'arrête pas, quoi. Hein. Là, je fais ça depuis à peu près 6 ans sans arrêt. Je continuerai toujours à faire du contenu. Je pense que ça me plaît de vulgariser et surtout que je me rends compte que c'est en créant du contenu que je fais le plus de recherches et donc que j'apprends le plus moi. C'est en allant sur BFM chaque semaine que je suis obligé de fouiner dans l'actualité et d'être très à jour. C'est en faisant des lives que l'on me corrige quand je dis des conneries et que j'améliore encore plus mon niveau. C'est en entreprenant que j'apprends la réglementation et que je suis très très proche de. Tu vois, c'est ça. C'est pas C'est en faux. étant à jour et c'est en étant skin in the game que je suis très pertinent parce que très à jour. Je le ferai toujours, mais à un rythme un peu moins. Je pense que je le ferai toujours, mais avec un peu plus de recul, un petit peu plus tranquille, si tu veux. Donc ça, j'arrêterai jamais. À ce rythme-là, je dirais peut-être 3 ans. Et pareil pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, je dirais plutôt 6 ans. Et je pense donc que d'ici 6-7 ans, quand j'aurai 30, 32 ans, je pense que c'est le moment où je vais commencer à me dire, OK, à partir de maintenant, et tranquillement, sans me presser, tout ce qui ne m'amuse pas, je le tue, ou je le vends, ou je me retire, ou je sors de l'équation, et je continue tous les endroits où je prends du plaisir. Ça me régale, ça, je peux le faire, et puis après, je me ferai peut-être réellement des semaines de 40-45 heures, quoi, mais en enlevant ce 50% de temps qui aujourd'hui me tu sais ce que c'est, Bilal, le call à 2h30 du matin, en mode là, il y a un très très gros problème, on le règle maintenant ou demain, on aura un très 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 gros problème à régler. Et je suis arrivé qu'au début, ça me faisait du mal. Aujourd'hui, j'arrive et je me dis, oh, cette semaine, j'ai pas eu de très gros problème, c'est cool. C'est pas normal, tu vois, de penser à l'envers comme ça. J'aimerais bien revenir dans un truc où un problème est un problème et j'aimerais que ce ne soit plus une bonne nouvelle de ne pas en avoir, quoi. Non, mais ça va venir de plus en plus. Alors attends, je regarde si j'ai deux, trois autres questions intéressantes. Sinon, je donne le mic aux étudiants. J'ai une question, je peux la prendre directement dans le chat, Bilal? Bien sûr, vas-y. Alors, Bah, en bonsoir fait, Owen, go, allons-y. Je vais laisser la parole un petit peu aux étudiants. Bah écoute, let's go, let's go. Ouais, ouais. Ah, il est déjà 20h44, ouais. Je vais finir tard, moi, encore aujourd'hui. Alors, globalement, donner des conseils, je trouve que c'est pas pertinent parce que c'est très générique. Enfin, soit je vais dire des mauvais conseils parce que c'est très spécifique et ça dépend de la personne. Les conseils ne sont applicables qu'en fonction de la personne que tu as en face de toi. C'est comme les gens qui donnent des conseils en investissement. Tu dois connaître la personne que tu as en face de toi. Un mec qui me dit hey, tu penses que c'est une bonne idée d'acheter 400 euros de Bitcoin par mois? Bah ouais, moi je pense que sur 3-4 ans, c'est gagnant. Le mec, il gagne 1200 euros, il n'arrive pas à boucler le mois, tu lui dis achète 400 euros de Bitcoin par mois, tu viens de lui donner le pire conseil qu'il va avoir cette année.
Alors que c'est le même conseil. Donc, imagine quand tu parles à un groupe qui est différent de personnes, tu vas leur donner des mauvais conseils, quoi. Donc, je préfère ne pas répondre là-dedans. Si ce n'est que, et c'est un peu schizophrène, mais il faut s'obstiner, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se dire, je vais essayer encore, encore et encore jusqu'à ce que ça marche, oui. Mais à un moment, si ton idée, c'est une idée de merde, ben, la pire des choses, c'est t'obstiner dans ton idée pourrie. Donc la réalité, c'est qu'il faut y aller tête baissée et être prêt à tout casser longtemps et recommencer malgré des échecs, mais t'entourer de personnes suffisamment bienveillantes autour de toi pour qu'il y ait toujours des personnes qui, au-dessus de toi, voient tes tentatives, voient tes échecs, voient tes erreurs et te laissent continuer en disant non, mais tu continues intelligemment. Tu as une erreur, tu continues, tu forces, tu pousses en mode jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers toi en mode non, mais tu te rends compte que là, tu n'as aucune chance. Cette personne, tu dois également l'avoir autour de toi. Et généralement, ce n'est pas des très proches, ce n'est pas des potes, ce n'est pas des amis de la famille, parce qu'ils vont te donner des conseils sous couvert de je t'aime et donc je ne te parle pas franchement. Sauf si vous avez mon père. Alors lui, il m'aime pas, il est vraiment capable de m'appeler et me dire tu te rends compte que c'est complètement merdique ce que tu fais. Non, parce que sinon, il faut que je te le dise. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais voilà, ne vous entourez pas que de personnes que vous appréciez, entourez-vous de personnes pertinentes. Notamment les meilleurs, c'est les personnes qui sont dures mais qui sont justes. Parce qu'ils vont vous dire vos 4 vérités en face, mais pas pour vous faire du mal. Ils vont vous dire simplement parce qu'ils le voient. Et au contraire, vous êtes, écoute, tu m'as demandé mon conseil, je te donne ma réponse. J'ai l'impression que je t'ai vexé, dégage, j'ai pas le temps. Je viens chercher mes conseils si tu les veux. Si ça te vexe, ne viens pas les demander. Ceux-là sont très précieux. Quelles sont les plus grosses difficultés auxquelles tu as été confronté autour de ta carrière? Premièrement, le cash. L'argent, le bif, la monnaie, les gens n'aiment pas trop. En France, ça casse un peu les oreilles, ça use les tympans. Si tu veux entreprendre, si tu n'es pas prêt à parler d'argent, n'entreprends pas. Fin. Aussi simple que ça. Parce qu'il y a une réalité, si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, à un moment, ça ne marchera pas. Ou tu vas devoir soit trouver des investisseurs pour leur promettre qu'un jour, tu vas gagner plus que ce que tu dépenses, soit emprunter de l'argent à la banque en disant je vous jure que je pourrai rendre l'argent que je vous ai pris. Donc globalement, tu en es toujours à peu près sur le même modèle. Et ça a été la plus grosse difficulté. Pourquoi? Parce que j'ai voulu le faire en France et parce que normalement, tu as des dépenses qui peuvent augmenter, tu as des revenus qui peuvent augmenter et les deux peuvent baisser. Sauf qu'en France, tu augmentes facilement tes dépenses, tu ne peux pas augmenter facilement et tes revenus peuvent baisser très vite. Je viens de dire une connerie, je recommence. En France, quand tu augmentes tes dépenses, tu ne peux pas les réduire comme tu veux parce que tu recrutes, tu ne peux pas virer les gens comme tu veux, tu ne peux pas changer de locaux en 2 minutes, tu as des préavis de 3 à 4 mois pour plein de choses. Donc, tu peux facilement augmenter tes dépenses récurrentes, mais pas les baisser rapidement. Alors que le monde de la crypto-monnaie, c'est un monde qui te fait gagner beaucoup plus d'un coup, mais qui ne te propose pas enfin, tu ne peux pas choisir en bear market. Oh là là, j'aimerais bien gagner autant d'argent quand le Bitcoin était à 70 000. J'aimerais bien avoir autant de clients quand le Bitcoin était à 70 000. J'aimerais bien qu'on fasse 3 millions d'euros de gras par an. Ouais, mais tu ne peux pas. Tu es en bear market et tu dépenses plus d'argent que ce que tu gagnes. Et en plus de ça, tu ne peux pas virer comme si tu étais Kraken ou Binance parce que tu es en France. Et donc, tu joues la même partie que les autres. Vous vous souvenez des plongeurs avec les briques attachées aux chevilles? C'est un peu ça, la France. Mais tu as également des avantages, tu as des choses qui sont plus belles ici et tu as surtout un sacré système social. Mais en tout cas, même et surtout si tu es en France, tu dois penser pognon parce que tu n'as pas le choix, ce sera ton plus gros problème. Et donc, s'entourer de personnes avec qui vous vous entendez bien, le recrutement humain est important. Ce n'est pas qu'une question de compétences, c'est aussi une question d'être humain et de ce qu'il va apporter à l'équipe. Je pense que Bilal, tu pourras le confirmer en tant que multi-entrepreneur il y a des bonhommes, ce n'est pas qu'une question de compétences, c'est également une question de compétences transverses. Des profils qui sont bons, moyens, mais dans plein de choses, qui peuvent t'aider, qui peuvent te supporter, et des profils qui, aujourd'hui, sont bons dans une boîte, demain, ils seront bons dans une autre de tes boîtes. C'est important quand tu commences. Tu n'as pas besoin de personnes parfaites à un endroit. Toi-même, quand tu lances ta boîte, tu ne seras pas parfait à un endroit. Par contre, tu dois être moyen plus partout. Tu dois être démerdard, tu dois trouver toujours des solutions, tu dois être capable de rebondir, de pivoter, et tu dois être capable de te dire, bon, là où tous les entrepreneurs font l'équipe qu'ils veulent pour réussir, moi, je vais me faire l'équipe de personnes avec qui j'ai envie d'être dans la merde. Et avec cette équipe-là, tu peux faire et tu peux surmonter des gros projets et des gros problèmes. Et à l'issue de ça, quand tu as une bonne équipe avec des bons êtres humains, pour moi, tu peux surmonter n'importe quoi. Tu vas devoir te staffer de personnes plus compétentes, plus seniors, mais il vaut mieux avoir des personnes malignes, qui ont envie, qui ont la dalle et qui s'amusent dans leur travail, que d'avoir un mec excellent parce qu'il a fait ça 30 ans, mais il n'en a plus rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est son salaire à la fin du mois. En tout cas, quand tu es dans un environnement aussi changeant que la crypto-monnaie, et qu'en plus de ça, tu le fais avec les contraintes françaises. Parce qu'on va te demander beaucoup d'agilité,
dans un pays où tu en as très peu, et on va te demander beaucoup de rentabilité dans un pays où c'est très dur d'être rentable. Donc, il faut y aller en mode, OK, pas de souci, je reste en France, je me bats ici, mais un, je vais faire du cash, et deux, je vais choisir les personnes avec qui je vais mener ce combat. Voilà les deux grosses erreurs, enfin, pas des erreurs parce que je l'ai fait, hein, j'ai des associés, Thibaut Boutroux, Laurent Gradiagne, c'est des gens qui me sont tombés dessus et qui seront dans ma première et dans ma dernière boîte. Parce que globalement, j'ai pas envie de mener la partie sans eux, si tu veux. Et il faut, comme mon frère au début, il faut vraiment, vraiment. Non, mais le point, c'est Avancer. toujours avoir une lucidité, et c'est ça que je te reconnais aussi beaucoup, une lucidité d'esprit quant à la situation dans laquelle on est. Euh, donc, euh, Ouais, donc ouais, ça aussi, tu vois, il faut être capable de le voir, il faut être capable de remettre. Mais c'est con, mais c'est un peu dans ma définition de l'argent aussi. L'argent t'aide à être lucide. Ça, c'est une réalité. Tu es là, tu as ce problème, tu n'as pas ce problème. Tu ne peux pas juste imaginer un miracle partout, surtout quand tu es dans la crypto et que tu as des gens, ils sont arrivés, ils ont mis 10 000 balles, 2 mois après, ils avaient 500 000 et dans leur tête, c'était des traders. Mais voilà. ouais, Mais le cash, je dirais même, pas juste l'argent. ouais, voilà, c'est sûr. En fait, c'est ça, c'est la valeur. C'est Et vraiment après, la valeur. je reviens sur ce que tu disais sur avec qui le faire et le fit humain et la recherche de l'esprit entrepreneurial dans les gens avec qui on travaille, elle est clairement capitale. Bon, alors, go, Lamer, pose ta question, s'il te plaît. Fini l'attente. Bonsoir Owen ou Asher. Ouais, désolé, alors c'est moi le plus chiant, j'ai toujours plein de questions. Donc C'est ce là, que je préfère, vas-y. j'en ai 5. Et la dernière, c'est la plus importante. Ok. La première, c'est quelle est ta position face au réchauffement climatique? La deuxième, où tu peux répondre au coup par coup. Alors, je vais faire vite. J'ai pas de position précise. Je pense qu'on doit réellement faire des efforts. Je dois t'avouer que très honnêtement, hein, quand je regarde la rapidité à laquelle notre monde se dégrade et que je te donne la confiance que j'ai envers l'espèce humaine, pour moi, là, le combat est perdu, mathématiquement. Malgré tout, c'est pas parce qu'on va se prendre un mur qu'on ne doit pas appuyer toutes nos forces sur le frein. Donc, dans la mesure du possible, j'essaye de freiner, même si ça ne m'empêche pas de profiter de quelques plaisirs. Je ne me mettrai pas totalement en parenthèse. J'arrêterai pas tout. Je ne viendrai pas en vélo. J'arrêterai pas totalement de prendre l'avion parce que je ne veux pas, moi, mon capital temps, c'est quand même la plus grosse valeur que j'ai sur ce monde et je ne mettrai pas totalement mon plaisir en stand-by et faire tous les efforts du monde dans un modèle où je pense réellement que personne ne le fera. Et pour moi, si on arrive à se sortir de l'avant, ce sera grâce à une innovation technologique. Donc, si un jour je vais dans le. Voilà, ce sera la technologie qui nous sortira. Est-ce que tu penses alors que la blockchain pourrait aider à lutter alors? Oui, mais pas suffisamment. Ce ne sera pas un truc d'échelle. Tu vois, c'est comme les éoliennes. Oui, c'est une bonne idée, mais globalement, si tu regardes notre problème, tu regardes ce que ça apporte comme solution, il faut qu'on trouve un autre modèle vite. La blockchain, c'est bien, mais ce ne sera pas la solution à la consommation énergétique mondiale. Donc, pour toi, est-ce qu'il y a un projet dans le lot, un projet crypto, blockchain, qui tu trouves utile ou une éolienne? Honnêtement, alors, très honnêtement, la plupart des projets en proof of stake, pour moi, règlent ce problème-là. Surtout avec des layer 2, tu pourras avoir des vrais projets qui consomment que dalle. Mais je pense même que Bitcoin peut être une source d'inspiration pour régler des problèmes sur le côté énergétique et sur le comment est-ce qu'on va dépenser. Donc c'est très dur, hein. Pour l'instant, Bitcoin consomme encore de l'énergie, donc c'est un moins dans l'addition mondiale des bons et des mauvais côtés pour le Bitcoin. Mais je pense que Bitcoin, c'est un peu une façon. Il faudrait réellement 2 heures pour te détailler ce point-là, et ce sera l'une de mes vidéos. Mais voilà, je pense que Bitcoin peut nous apprendre à consommer intelligemment de l'énergie avec ce que l'on appelle la meilleure des ressources au monde, de l'agilité, c'est-à-dire un taux d'effacement efficace. Une capacité de se dire, hey, aujourd'hui, on a besoin d'électricité pour se chauffer, on coupe tout ce qui n'est pas prioritaire. Ok, donc moi maintenant, moi c'est une idée que j'essaye de porter. Que penses-tu d'un projet de crowdfunding communautaire basé sur une DAO pour lutter? Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas sans blockchain? Parce que ça n'existe pas dans la blockchain. Il y a 1,1 milliard de dollars dans le marché. Ça n'existe pas spécialement, ou du moins pas dans ma manière. Ce que j'aime bien dans la DAO, c'est la transparence, l'immuabilité, enfin tous les mots compliqués et intéressants qu'il y a. Surtout la transparence, c'est-à-dire qu'on sait qui investit combien, les fonds sont gérés. Je trouve qu'un DAO, c'est génial parce que ça peut permettre à une communauté de s'impliquer. Tu peux très bien le faire dans une entreprise normale et toutes tes dépenses, tu les inscris sur la blockchain Ether. C'est transparent, tu as une DAO, c'est immuable, mais tu centralises le truc. Ouais, après, pour moi, le seul intérêt du projet que tu donnes là sur la blockchain, c'est d'utiliser la narrative blockchain pour convaincre des gens de mettre de l'argent. Sinon, il n'y a pas d'intérêt structurel à utiliser la blockchain pour faire ça.
Ok, merci de détruire mon idée. Ah non, mais enfin, globalement, l'idée pour moi, c'est un truc, hein. D'ailleurs, la fondation, c'est une façon dont je pense que j'utiliserai une partie de mon argent à l'avenir. Mais juste, pour moi, tu dois trouver une raison supplémentaire d'utiliser la blockchain. Tu vois, parce que quand je te dis c'est quoi ton argument, tu me dis oh ben ça n'existe pas sur la blockchain. Ça existe. Bah, Ça moi, existe. moi, ce que j'aime bien, c'est le DAO, le fait que c'est les gens qui dirigent, le fait que c'est les gens qui Ouais, mais je t'en investissent. trouve des projets communautaires sur DAO. Ce que je veux te dire, c'est que tu vas avoir un problème à un moment dans ton modèle et tu vas dire oh ben je comprends pas, ça intéresse pas tant que ça les gens. Et là, Ouais. tu te diras ben en fait oui, ça intéresse pas tant que ça les gens parce qu'en fait la blockchain, elle est juste là pour dire c'est transparent. Monter, enfin tu vois, c'est comme si je te dis ce produit-là, il est dur. Tu sais, monter une asso pour que les gens te donnent de l'argent, convaincre les gens de te donner, faire du bien, c'est dur. Et toi, la seule différence entre ça qui est dur, c'est de dire c'est dur, ouais, mais c'est dans la blockchain. Ça va Non, devenir c'est dur facile. et vous avez un impact. Oui, mais pourquoi quand les gens ils font un don à une association dans le monde normal, c'est dur. Vous Mais avez ils un savent pas ce impact. qu'ils en Et font. bah, Ils savent pas ce qu'ils en font. Ils moi, savent mon qu'ils donnent un association don, mais centralisée aurait toutes ses dépenses écrites sur la blockchain. Donc, il l'aurait ouais, aussi. Donc, c'est peut-être ça, tu aussi. vois. C'est un point La de vue. transparence, pour moi, ne suffit pas. Ok. Et maintenant, j'ai une dernière question, c'est la plus importante. Toi, en tant que Lorrain, tu préfères ta mère ou ton père? Je suis né en Corse à Santa Maria Poggio et l'un des Ah deux pourrait merde, me faire me supprimer le nom de ça famille marche si pas je alors avec répondais à toi. cette question. Donc, Bon et alors, puis je serais jamais est-ce que binaire, hein. tu aimes le pâté Lorrain? Oui. Voilà, c'est Mais bon. pour le coup, je n'ai pas de préférence papa-maman. Mon père, c'est la vie, c'est le travail, et le travail, c'est dur. C'est la discipline et les valeurs qu'il m'a données. Et ma mère, c'est celle qui me rappelle que non, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que ci, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le plus important, c'est de rentrer le soir, de dormir tranquille et te dire, hé, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est bien. Si j'ai fait des choses mal, j'ai pas fait exprès. J'ai pu avoir commis des erreurs, mais c'était pas mon but. J'ai pu faire du mal aux gens, mais c'était pas volontaire. Et ça me permet de dormir. Mais Donc, en fait, la vraie réponse, c'était le lard. Un vrai Lorrain doit répondre le lard. non, je suis, je vais pas te mentir, hein, je dors très peu. Je travaille systématiquement. Je dois passer 95% du temps au bureau, 5% du temps à la maison. Et non, je suis lorrain, mais parce que j'ai créé une boîte ici. Aujourd'hui, il y a trop de monde. On a un peu plus de 120 CDI ici. Tu peux pas délocaliser comme ça. Tu peux pas bouger comme tu veux. Donc, on est en Moselle et on a trop de monde pour bouger. Ah bah, merci. Bah, bonne soirée, hein. De rien. Ciao, ciao. Bonne soirée. On a encore le temps pour une ou deux Faut- questions là. Faudra retravailler la proposition de valeur, Lamer. Alors, vas-y, n'hésite pas, hein. Ok, salut Owen. J'aime bien les questions plutôt personnelles pour Pas de voilà, souci. voir un peu comment tu réagis parce que c'est vrai que moi je t'ai vu dès que je suis rentrée dans l'écosystème et j'étais un peu titillée par le côté tu prends des chèques et du coup tu parles du projet forcément et tu as tout à fait raison quand tu dis l'argent ça pardonne pas, tu l'as ou tu l'as pas, tu résous des problèmes avec ou tu en Bien crées sûr. sans en avoir donc voilà, respect. C'est juste je suis pas très douée sur cet aspect-là et toi tu l'es très douée. Mais j'ai vraiment vu une évolution, en fait, dans ce que tu prends, dans ce que tu promeus et tout. Est-ce que derrière, il y a une réflexion un peu éthique, philosophique? Est-ce que tu t'es posé des questions existentielles des fois? Est-ce que tu as eu des moments comme ça où tu as voulu voir le truc au niveau de tes valeurs et remettre au clair des choses? Tu vois, quand tu as Alors, eu peut-être un certain... au Enfin, niveau de mes valeurs, jamais. C'est-à-dire que j'ai toujours suivi la même ligne de valeurs. Par contre, la réalité, c'est que j'étais capable de présenter des choses à l'époque qui me semblaient pleines de bonnes valeurs, alors que maintenant, j'ai plus d'outils, j'ai plus du recul, j'ai plus de connaissances, et j'arrive beaucoup plus à me dire, attends, et ça, il y a 4 ans, ouais, je l'aurais présenté avec plein de bonne volonté. Là, maintenant, j'ai des moyens, je peux aller au fond du truc et je peux savoir que c'est bullshit. Donc, mes valeurs ont toujours été les mêmes, mais j'ai beaucoup plus d'outils qui me permettent de réellement analyser quelque chose, même si on n'est pas à l'abri d'un FTX. C'est ça que je veux dire. ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, à l'époque, je devais bouffer. Ça m'est déjà arrivé d'avoir allé au moins 4-5 fois dans ma carrière un moment où on me dit Owen, si on ne vend pas ce truc-là, à la fin du mois, il faut que tu ailles voir les gens à côté et leur dire que c'est terminé. Maison. Et là, je dois avouer que j'ai quand même un moment où présenter un truc qui n'est pas éthique, non, mais être capable de tout faire, de me battre, de me démener pour oui. À un moment, quand il faut survivre et qu'il faut montrer que c'est dur, mais on est debout, je suis capable de me lever et de faire des trucs, ouais, très clairement. Maintenant, de là à mettre en avant une promotion de merde, non, c'est pas comme ça que je fais. Mais, et c'est pas juste, mais je vais donner le troisième point qui est aussi un point de vérité. Aujourd'hui, j'ai les moyens d'eux. Voilà. C'est facile de tirer la pierre aux gars qui, ah putain, moi j'ai fait une promotion Bybit, ils m'ont proposé 5 000 € pour faire ma vidéo, mais tu vois, 5 000 €, ça va me permet de vivre 3 mois de plus. Je Ok. comprends. La réalité, c'est est-ce que. Enfin, et puis pareil,
pour moi, promouvoir Bybit, par exemple, c'est pas faire une bêtise. Promouvoir Bybit sans expliquer les risques. Aujourd'hui, c'est illégal, on est d'accord, on n'a plus le droit en France. Hein. Ah Mais oui, le promouvoir sans expliquer les risques, sans expliquer que le levier est dangereux pour les débutants, sans expliquer qu'il y a des commissions, que c'est un exchange, que c'est de la responsabilité, ça c'est grave. OK. Mais à part ça, humainement, parler d'une plateforme qui fait des effets de levier, tant qu'on a expliqué aux gens que c'était risqué, qu'on a bien insisté, qu'on a détaillé, ce n'est pas à l'encontre de mes valeurs. Aujourd'hui, c'est à l'encontre de la loi, je ne le ferai plus. Hier, avant cette loi, ce n'était pas à l'encontre de mes valeurs de parler d'un exchange risqué si j'avais le droit de préciser, si l'exchange ne me donnait aucune clause d'obligation, et surtout, si c'est moi qui ai été vers l'exchange en leur disant j'ai envie de parler de vous, j'aime bien votre solution, je veux être payé. À l'inverse, c'est pas pareil. Je vais parler d'une marque parce qu'elle me paye. Bon, pareil, hein. Si aujourd'hui Brave m'appelle en me disant Owen, tu veux faire une communication sponsor, je vais sûrement leur dire oui, hein, j'ai aucun problème, j'aime bien Brave, je l'utilise, je pourrais très bien en faire une sponsor. Mais jamais dire du bien parce que je suis payé. Non. Si je suis payé, ça doit être une société dans la liste desquelles j'aime les solutions et je serais capable de les recommander à mes parents, quoi. Ce qui ne veut pas dire que je n'avais pas recommandé de l'UST à mon père et que je ne l'avais pas mis sur FTX d'ailleurs, hein, by the way. Ok, ben bon courage à ton père. Mais une autre question beaucoup plus générale, c'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu as envie de voir dans l'écosystème? Mais un peu le côté science-fiction, qu'est-ce que tu vois dans 10 ans, 15 ans qui te ferait envie? Et qu'est-ce que tu vois comme plus gros risque pour qu'on ne serve plus à rien ou que crash, quoi? Alors, je vais répondre en une seule réponse. Du coup, ce que j'ai envie de voir, c'est que les Black Swan que j'anticipe n'arrivent pas. Quels Black Swan peuvent arriver? Une régulation qui s'aligne sur les États-Unis et qui tue tout l'écosystème crypto. Un alignement du monde bancaire qui se rend compte que, en fait, banques et gouvernements n'ont aucun intérêt à ce que les cryptos se développent. Tuons-les. Ces deux choses-là, ce serait génial. Éviter une autre grosse faillite d'un acteur dans une période de fragilité comme celle-là. Moi, je suis pour les grosses casses. Hein. Je suis pour qu'il y ait des UST et des FTX. Pas qu'il y ait des gens qui perdent derrière FTX, pas qu'il y ait des gens qui perdent derrière UST. Mais je suis pour que l'écosystème se prenne des coups sur la gueule et se rappelle. Je suis pour que les gens se disent hey, j'aime bien mes RIA, mais je vais quand même set up une ledger et détenir moi-même mes fonds. Je suis pour que les gens se posent les bonnes questions de manière générale. Après, à moi de faire des bons services pour qu'ils viennent sur ma plateforme. À moi de bien les former pour que même sur le ledger, ils délèguent sur mes nœuds. Mais en attendant, je suis pour les services de la blockchain. Donc, je suis pour que l'écosystème et les bonnes valeurs y soient partagées. Mais je pense que le plus important, c'est qu'il n'y ait pas d'autres gros coups dans des moments de faiblesse comme l'écosystème crypto aujourd'hui, que les hivers ne soient pas trop longs et ensuite qu'il y ait de l'innovation technique. Et c'est là où je ne peux pas répondre. Comment est-ce qu'on va utiliser la blockchain pour être encore plus disruptif à l'avenir? J'en ai aucune idée. Moi, je suis vulgarisateur, j'essaye d'être acteur et créateur dans mes entreprises. Donc, je pourrais répondre dans le monde du minage, je pourrais répondre dans le monde de la communication, je pourrais répondre dans le monde de l'influence. Mais comment la blockchain peut se développer, c'est quelque chose de beaucoup plus gros et je suis incapable de répondre à ça. Et c'est ce qui m'excite autant dans cet écosystème. On n'est pas à l'abri demain matin de se lever et de voir nouvelle évolution sur Ether. Il y en a un qui a réussi à faire ça. Donc, ça veut dire que ça va changer ça. En fait, ça veut dire que maintenant, ça ne consomme plus rien. En fait, c'est un game changer. C'est la nouvelle révolution absolue. C'est ce qui m'excite. Et c'est ce qui s'est passé avec les NFT, avec les ICO. C'est ce qui s'est passé au tout début quand on a eu Bitcoin, puis quand on a vu Ether arriver, puis quand il y a eu d'autres Layer 1, puis ensuite on voit les Layer 2. C'est ça qui m'excite. À tout moment, quand tu te lèves le matin, tu n'es pas à l'abri d'un coup de cul et tu n'es pas à l'abri de vivre ce sentiment qui te donne l'impression que putain, je l'ai vécu ça, j'étais là, il s'est passé un truc de dingue et moi, je l'ai vu 20 minutes après sur Twitter. Ça, c'est ce qui me plaît. D'accord, super, merci beaucoup. Et si tu faisais pas ça, tu ferais quoi? Je chercherais un truc qui me donne les mêmes sentiments, les mêmes émotions et qui me donne envie de… En fait, qui me permet de passer 15 heures au bureau sans me dire aujourd'hui, j'ai bossé. Ouais. Okay. Parce que tout comme Minecraft, tout comme ces jeux, c'est un jeu vidéo. Avec des pions, avec des moyens, avec des responsabilités, avec une façon de jouer, avec tes propres valeurs, les propres blocages que tu te mets toi. Mais c'est un truc qui me fait grandir. Je fais que rencontrer des gens plus malins que moi, qui à un moment me disent « Waouh, t'es bon, ça te valorise, ça te donne confiance en toi. Ouais, mais reste calme quand même, hein, parce que n'oublie pas que t'es bon, mais dans ce monde-là, t'es rien du tout. Ok, bon, prise de conscience, un peu de recul, introspection sur toi-même, qu'est-ce que j'ai mal fait. Du coup, t'apprends, tu travailles dur, jusqu'au jour où on te dit « Ça y est, t'es devenu bon là. Maintenant, là, par contre, t'es mauvais. Tu devrais essayer de bosser ça. » Et c'est ça qui me plaît. Je me sens vraiment grandir. J'ai l'impression d'avoir le droit de jouer une partie qu'on a offert à un étudiant de 18 balais et qui a été au bon endroit au bon moment. Et on m'a donné cette chance de travaille fort, on ne te lâchera pas, on ne t'oubliera pas. Et surtout, ma commu est incroyable. Ma commu, quand je me rate, quand je fais une vraie erreur,
bah, y a ceux qui m'en veulent naturellement, mais j'ai également les mecs de ma commu. Enfin, je donne un exemple tout con. Meria, on y croyait en UST. On avait une partie du UST sur un produit. Il y a eu une perte financière. On a couvert 75% de la perte. On a perdu presque la moitié de notre trésor à ce moment-là, mais il y a quand même des gens qui ont perdu. L'un des gros clients qui a perdu beaucoup, le jour du dépeg, je suis au fond du trou, j'en peux plus, j'ai pas dormi depuis 2 jours. Un Maccabée ne se serait pas levé pour faire ma journée. BFM, ma propre émission, change le titre en mode le CEO de Meria dans la tourmente. Normalement, j'ai les questions avant l'émission. Là, il ne me les donne pas. Enfin, catastrophique. Je suis vraiment au front. Je me fais déchirer. À côté de ça, l'AMF veut me voir dans 2 heures. J'ai grosse goutte, à l'aide, pas bien, dur, tu vois, très dur. Mes gars en interne ont peur. J'ai des juniors aussi qui paniquent. Donc, je dois être costaud devant mes gars, leur montrer que je suis certain de moi, qu'il n'y a pas de raison de paniquer. En réalité, c'est le moment où tu as des incertitudes. Tu n'as pas dormi depuis 2 jours, donc tu n'es pas bien. Tu peux être méchant, tu peux avoir des réflexions qui ne sont pas bonnes. Tu dois avoir un discours avec des éléments de langage précis, carré et impactant parce que tu vas passer à la télé. En parallèle de ça, tu fais une review intégrale de ta conformité en court terme pour donner un état des lieux à l'autorité des marchés financiers qui t'appelle. Et là, j'ai l'un de mes plus gros clients qui s'est pris une roast qui m'appelle au téléphone. 3 appels manqués. Qu'est-ce que je... Là, franchement, le mot blockchain, il disparaissait ce jour-là, j'étais content. Je le prends au téléphone et le premier truc qu'il me dit, ça va mec, vous vous en sortez, ça doit être dur là, ce que vous vivez au front. Ouais, là, mec, je suis au bout, je vais crever. Il fait, bon, bah, c'est pas grave. Tu restes droit, tu te bats comme tu peux. C'est le marché. Les gens qui investissent, ils connaissaient. Tu as toujours été transparent. On s'est mis dedans. On y croyait. On a perdu. C'est pas ton problème. N'hésite pas à m'appeler s'il y a un souci. Je suis là, moi, je back. Et je suis même prêt à prendre plus de pertes. Et je suis prêt à absorber une partie des pertes des autres. Moi, je sais que je suis un gros client. Donc, en absorbant une perte, ça va peut-être couvrir certains petits. T'hésites pas, tu m'appelles. Ouais, le mec, il raccroche. J'avais envie de pleurer. Ça, c'est le truc que tu as envie d'entendre à ce moment-là. C'est le mec qui, quand tu n'as plus de batterie, tu es mort, lui, il t'appelle en mode hey, t'inquiète, tu sais quoi, moi, je vais aller sur Twitter et cet après-midi, je fais partie de son support technique. Ça donne de l'énergie qui fait mais en fait, je sais exactement pourquoi je suis dans cette merde. Et c'est pour ces bonhommes-là. Donc, j'y vais et les mecs te donnent du jus quand t'en as plus, quoi. Ok, bah, super, merci beaucoup. Puis du coup, dans 2 jours, parce qu'on se voit à Bordeaux, je serai avec mes Lego. Eh Et tu ben, seras sur scène. Voilà. à Bordeaux, alors, on se voit très vite. Salut. Les amis, je peux prendre une toute dernière question, mais je suis grave en retard. Valentin, Well, je crois que vous aviez levé la main. Ouais. Toute petite seconde, j'envoie juste un petit mot. Yes. Tout Allez, petit go. mot. C'est parti, excusez-moi. Alors, salut Owen. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'un investisseur, à ton niveau surtout, en crypto, il devrait se protéger justement face à cette lourde réglementation et en sachant aussi que qu'il y a des institutions comme les banques ou les États peuvent détruire ce monde crypto? Non, dans le sens où on arrive à un point où s'ils attaquent ce monde crypto, certes, ça va lui faire du mal d'un point de vue du prix, mais ça va également réellement activer la communauté. Si tu as l'Union européenne qui dit « Ah, en fait, Bitcoin, c'est interdit ». Pardon, vous avez fait des lois, vous l'avez cadré. Là, il n'y a qu'une seule et unique raison d'interdire Bitcoin. C'est que vous vous rendez compte que c'est très chaud pour votre cul. Et ça peut très vite faire moins 20% sur Bitcoin et le lendemain, tu te lèves, il est à x5. En mode, hey, attends, un couteau, Ça, c'est c'est déjà vu, dangereux. d'ailleurs. Pour certains, ce serait bienvenu et je suis totalement d'accord avec ça. Moi, je me dis pour l'instant, ça avance tranquillement, mais voilà, ce n'est pas ce qui m'inquiète. Après, oui, quelqu'un qui a gagné beaucoup en crypto doit diversifier, évidemment. Aujourd'hui, avec mon frère, on achète un appartement tous les 4 mois à peu près. En parallèle de ça, on a différentes sociétés. On en a un tiers dans la crypto-monnaie, mais on a une société dans la reconnaissance vocale, on a une société dans le paiement, on a une société dans l'agroalimentaire, on a une société dans le sport. On a failli racheter un club de Ligue 2 l'année dernière. On travaille dans beaucoup de domaines et on diversifie énormément nos actifs. Enfin, moi, à ce moment-là, je me demande si je ne rachèterais pas un salon de coiffure. Ça n'a rien à voir avec le domaine, mais tu dois obligatoirement diversifier. Et ensuite, j'ai des comptes en banque et j'ai des entreprises en France, en Suisse, au Luxembourg, dans l'Union européenne sur des participations moindres, et j'ai des devises en euros, en dollars, en francs suisses et en yens. Donc oui, je diversifie énormément, mais ma grosse ligne, mon gros pari, dans l'immobilier, c'est quand même pas mon métier. Les salons de coiffure, c'est bien pour diversifier, mais je ne vais pas devenir Schwarzkopf, tu vois ce que je veux dire. Il y a des endroits où je mets des billes et je fais confiance à des entrepreneurs qui m'ont dit « Owen, fais-moi confiance. Si tu rachètes ce salon de coiffure, moi, je sais le faire tourner. » C'est ces gars-là.
donc tu dois t'associer. Tu en as besoin. Par contre, moi, je lui dis attends, moi j'ai confiance en toi. S'il faut mettre du pognon, je te suis. Mais je ne serai qu'un suiveur dans cette affaire. C'est toi qui auras le gros du bébé, c'est toi qui en auras la responsabilité. Et là où avant je voulais être majoritaire de toutes les boîtes dans lesquelles j'étais, c'est pas bon en fait, c'est une bêtise. J'aime bien être minoritaire de plein de petites boîtes. Tout simplement. Des boîtes dans lesquelles j'ai pris la minorité, mais d'un entrepreneur qui lui me dit Owen, moi je te fais confiance, j'aimerais bien que tu aies 10 points ou 15 points dans ma boîte, mais c'est moi qui run le truc et c'est ma vision, mes valeurs. C'est ça que je demande et c'est ça que je suis. Donc je diversifie, mais là où je performe, là où je sais faire de l'argent, c'est dans la crypto-monnaie. Et c'est d'ailleurs 90% de mes revenus, c'est même pas mes sociétés aujourd'hui. Mes sociétés m'ont coûté de l'argent pour la plupart. Meria m'a coûté de l'argent depuis que ça a été lancé. Mais Meria, mon pari, c'est à la fin de l'histoire, ce qu'on en verra. En attendant, ce qui m'a rapporté de l'argent, c'est ma propre gestion de mes propres fonds crypto et c'est ce qui m'a fait gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Très clair, merci beaucoup. Voilà tout. Owen, tu as un mot de la fin pour les étudiants? Non, honnêtement, j'en ai pas, si ce n'est que, comme d'habitude, prenez des conseils un peu à droite à gauche, mais n'oubliez pas de les regarder dans votre propre spectre et dans votre propre filtre à vous. On a des vies qui sont bien différentes, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'est pas tous dans la même situation, on n'a pas tous la même stabilité aussi et la même solidité dans la tête sur certains problèmes. Moi, je vois que des petits trucs perso, ça peut m'effondrer, alors que professionnellement, je peux me prendre des obus tous les jours, je commence à tenir la route. Donc, ça dépend de plein de choses et il faut être capable d'y aller crescendo, ne pas vouloir tout trop vite tout de suite, parce que là où je me suis rendu compte que en fait, ce n'est pas les grandes choses qui peuvent tuer quelqu'un, c'est la rapidité à laquelle ça se fait. Honnêtement, aujourd'hui, il m'arrive des problèmes où je les gère sans problème, je dors bien, ça ne me gêne pas. Alors qu'il y a 3 ans, on m'aurait dit Owen, tu vas avoir ça la semaine dernière. J'aurais dit c'est fini, c'est terminé, je lâche tout, j'abandonne. Pourquoi? Parce que j'ai appris, ça a été petit à petit, et surtout parce que je me suis entouré de personnes autour de moi qui m'ont laissé me relever et qui ont été cléments avec moi. Et les premiers à m'avoir soutenu et qui m'ont donné cette colonne vertébrale solide, c'est ma communauté. C'est quand je fais BitConnect que je dis que c'est pas bien et que d'un coup, j'ai des menaces de BitConnect. Quand j'explique dans une vidéo que c'est un petit peu dur et que je me sens pas bien à cause de ça, que je prends la pression et que d'un coup, il y a des articles de presse, qu'il y a les médias qui se lèvent, mes abonnés qui parlent partout, c'est ça, tu vois, qui défend. Avant, quand quelqu'un disait du mal de moi dans une vidéo, je devais aller répondre. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit du mal de moi dans une vidéo, j'ai des abonnés qui répondent pour moi et qui me disent non, mais tu connais pas, t'as pas vu ça, regarde ça. C'est ces gens-là qui me donnent de l'énergie et je vous souhaite de les trouver. Cherchez-les. Entreprendre, c'est dur. Entreprendre tout seul, pour moi, c'est une punition. Ça n'est pas pour certains. Il y a des génies qui le font tout seul et qui le font très bien. Moi, je pense qu'il faut avoir sa team. Et ça ne veut pas dire ses employés, ses associés, non, sa team. Il faut avoir son noyau de quelques personnes qui sont alignées sur non pas la vision de base de la boîte, parce que vous allez avoir des divergences de vision. Et tant mieux. Ne cherchez pas des gens qui sont d'accord avec vous. Cherchez des gens qui vont s'engueuler avec vous. Mais cherchez des gens sur les valeurs humaines, le tout dernier niveau du ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si on est d'accord là-dessus, on peut bosser ensemble. Parce que même quand on va s'engueuler, on s'engueulera pour aller plus loin et plus vite. Donc, tu vas jamais te vexer quand tu vas t'engueuler avec quelqu'un. C'est comme quand tu t'engueules avec quelqu'un de ta famille. Si tous les deux, vous n'êtes pas d'accord de ce qui est le mieux pour toi, c'est une super bonne engueulade. Vous êtes en train de vous challenger sur le meilleur chemin pour avancer, tu vois. Et c'est ce qu'il faut. Il faut des gens avec qui tu peux t'engueuler en mode mec, t'es en train de faire de la merde. Non, et je vais t'expliquer pourquoi. Ça, c'est des bons discours. Et il faut trouver les gens avec qui vous pouvez faire ça, parce que ces gens m'ont fait grandir et sans eux, je n'avais aucune chance d'arriver ici. Aucune. Excellent. C'est presque aussi excitant qu'une conférence de Mike Horn que de t'écouter. Mais je ne vais pas. Bon, Mike Horn, je vois. Mais ouais, non, tout pareil, sauf que j'évite de manger des crottes d'insectes pour survivre, quoi. Mais sinon, à peu près pareil. Non, mais voilà, il faut rester très lucide dans la vie de tous les jours et dans le business. Owen, merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé. Un plaisir. J'espère que, écoute, merci beaucoup. J'allais te demander. Et pareil pour les étudiants. On peut te libérer si tu veux. Je me sauve, désolé, mais du coup, je suis en retard pour l'autre point. Et puis, comme d'hab, Bilal, s'il y a une autre session, un autre moment où c'est pertinent ou une question où tu estimes que je serais pertinent, tu me sonnes, on planifie ça et j'arrive. C'est promis. Merci beaucoup, Owen. Merci à vous, merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir. On t'embrasse fort. Ciao, ciao. Bon, ouais, c'était cool. Il a une énergie de fou. Et c'est pas incroyable. derrière sa télé. Non, hyper intéressant. Hyper intéressant. En plus, il a une énergie qui est incroyable. Non, mais et puis tous ces bureaux à Metz,
c'est plus grand que chez Pirates. Donc, pour vous donner une idée, il est très, très bien setup. Tu l'avais rencontré à quelle occasion, du coup, toi, Bilal? Donc, tu étais allé le voir à Metz, mais tu l'avais déjà Alors, non, mais je l'ai rencontré en 2019 quand j'ai commencé. Il était juge.